messieurs, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sûr avec Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h30, nouvelle génération Ado Kids Night, le rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous pour de nouvelles aventures dans ce 22h30 aventurier, le premier grand rendez-vous d'aventure, oui, dans le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous aventurier de la night. Bip bip, olé, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Souvenez-vous, hier, nous nous étions arrêtés en première partie sur les aventures de Fernand de Magellan, que l'on surnomme Magellan tout court, et qui commençait ses premières aventures en direction de l'Asie. Et on a terminé notre phrase par l'arrivée mi-août en 1509 à Cochin. Eh bien, nous allons continuer notre aventure puisque le 11 septembre 1509, Malacca est en vue. Les paroles de Varthema sont vraies car cette cité est un véritable carrefour commercial. Cependant, elle est sous contrôle musulman et le sultan Mahmoud Saha de Malacca apprend l'arrivée imminente des Portugais ayant eu écho des violences menées par ceux-ci lors des pillages et des saccages dans les Indes. Le sultan se fait convaincre par les communautés marchandes musulmanes de mener un complot contre leur future présence. Le plan des Malais est le suivant: accueillir généreusement les Portugais pour profiter de leur inattention afin de les attaquer. La flotte de la Sequeira jette l'ancre aux abords de Malacca et profite de l'hospitalité des étrangers pour commencer et nouer des relations. Les matelots s'empressent de visiter la cité tandis que les capitaines restent à bord des navires afin de maintenir la surveillance. Cependant, le capitaine de l'un des navires chargé de la surveillance de la flotte, Garcia de Souza, constate que les Malais sont de plus en plus nombreux autour des bateaux portugais et il anticipe un éventuel complot. Il ordonne à un de ses hommes, qui n'est autre que Magellan, de dépêcher l'information à Sequeira. En se rendant en chaloupe au vaisseau amiral, il fait discrètement part du plan du capitaine qui joue aux échecs. Surveillés par les autochtones, les Portugais doivent rester neutres jusqu'au moment où une nuée de fumée est dégagée depuis le palais du sultan afin d'émettre le signal de l'attaque. Ils parviennent à se défendre en jetant par-dessus bord les Malais et en levant l'ancre pour prendre la fuite. Seulement parmi tous les Portugais qui combattent à terre, l'un d'eux, Francisco Serrao, l'ami de Magellan, est pris en tenaille par les Malais. Magellan se précipite alors pour lui sauver la vie et tous deux réussissent à s'enfuir à bord d'une barque. Un tiers de l'équipage portugais est massacré sur place. C'est une immense défaite pour la couronne. Magellan ramène avec lui un esclave originaire de Sumatra nommé Enrique, qui deviendra son compagnon d'aventure. Durant les 2 années qui suivent, il participe au commerce des épices, notamment au poivre. En 1510, il est affecté à l'équipage d'Alfonso de Albuquerque pour venger la défaite essuyée par Sequeira en 1509. À l'été 1511, Magellan participe à la victorieuse prise de Malacca qui permet au royaume du Portugal de bénéficier du monopole commercial de la région et d'ouvrir de nouvelles portes vers de possibles nouvelles régions à conquérir. Son ami Francisco Serrao atteint l'île de Ternate
dans les Moluques, où il s'établit après avoir gagné les faveurs du roi local. Magellan recevra de nouvelles de son ami Francisco Serrao par courrier où il lui promet de bientôt lui rendre visite en passant par une autre route que celle empruntée habituellement par les Portugais. Il s'agit peut-être là des prémices du futur projet de Magellan, qui est de trouver une nouvelle route maritime en passant par l'ouest pour atteindre les Indes. En 1512, il retourne à Lisbonne et découvre un tout autre pays. Après avoir passé 7 ans à naviguer sur les mers, il ne reconnaît plus son pays natal qui a profité des richesses accumulées lors des expéditions pour se moderniser. Il constate également que les marins envoyés à la découverte du monde ne sont que très peu honorés par leurs concitoyens et qu'ils sont presque mis au banc de la société. Il ne reçoit qu'une minime pension financière pour ses efforts fournis à la couronne, ce qui le révolte et l'incite à repartir à l'expédition. À l'été 1513, Magellan est envoyé au Maroc au sein d'une puissante armée qui doit combattre le sultanat ouattacide afin de s'emparer d'Azemmour. Durant les combats, il est blessé à la jointure du genou, ce qui le laisse boiteux de sa jambe gauche pendant le restant de sa vie. Il est désaffecté du combat et au lieu de rentrer au pays, il préfère surveiller le bétail. Néanmoins, par maladresse, le troupeau s'enfuit et Magellan est accusé de commercer illégalement avec les morts. Agacé par ces fausses accusations, il déserte l'armée et regagne la capitale portugaise en novembre 1514 pour demander réparation auprès du roi Manuel Ier du Portugal par l'attribution d'une meilleure place et d'une pension plus élevée. Le monarque lui ordonne de retourner à son poste à Azemmour et il doit obéir. À son retour en Afrique, les accusations sont vite abandonnées et Magellan obtient sous peu une autorisation pour rentrer définitivement au pays. Il rentre à Lisbonne au début de l'année 1515 et négocie une nouvelle entrevue avec le roi Manuel Ier pour lui présenter 2 requêtes. Avant cela, il rejette farouchement les imputations portées envers lui dans l'affaire du troupeau des moutons en présentant au roi des documents officiels attestant son innocence, puis il présente sa première volonté qui est de réévaluer sa solde mensuelle en invoquant sa blessure à la jambe comme signe des efforts qu'il mène depuis des années pour le royaume. Le souverain, irrité par sa façon de se comporter, qu'il juge dédaigneuse, rejette pour la seconde fois sa demande. Magellan expose alors sa seconde requête qui est d'accéder à un meilleur poste qui serait digne de son expérience selon lui. Mais le roi met fin à ses espérances en refusant catégoriquement de lui attribuer ce pourquoi Magellan s'est présenté. Dans une ultime confrontation, le jeune explorateur lui demande s'il voit un souci à ce qu'il œuvre pour un autre pays. Manuel Ier le dédaigne et l'incite à partir où bon lui semble. Magellan est désormais sûr, son pays le rejette et il n'est plus question de rendre du service pour une nation qui le méprise. On ne sait pas si c'est à cette occasion qu'il présente son projet d'atteindre les Indes par l'ouest. Ce qui est sûr, c'est que son entreprise ne sera pas mise en œuvre pour le Portugal, mais pour un autre pays. Magellan demeure encore une année à Lisbonne et y fréquente d'autres explorateurs afin d'en apprendre plus sur leurs expériences et leurs découvertes. Il se lie d'amitié avec le cartographe et astronome portugais Rui Faleiro. C'est un personnage qui n'a jamais voyagé mais qui donne à Magellan des connaissances sur la navigation astronomique. Les 2 hommes vont se compléter car l'un sait manier un navire et l'autre sait calculer les distances pour le repérage maritime. En parallèle des travaux menés par les 2 hommes, Magellan exploite les archives royales pour étudier les cartes, les journaux de bord et les documents conservés des anciennes expéditions menées par la couronne, notamment au Brésil. Le 20 octobre 1517, Magellan parvient à Séville, en Espagne. Dans ce pays qui lui est étranger, il doit tisser des relations pour se frayer un chemin vers la cour du nouveau roi d'Espagne, Charles Ier, qui prend par la suite le nom le plus connu de Charles Quint, qui vient à 18 ans d'être proclamé roi des Espagnes aux Pays-Bas habsbourgeois et doit se rendre à la mi-novembre 1517 à Valladolid pour y installer sa cour et prendre la couronne espagnole. Cela laisse à Magellan le temps de se familiariser avec sa nouvelle vie. Il se lie d'amitié avec 2 hommes, l'explorateur et l'alcade
de l'arsenal de Séville Diogo Barbosa, un Portugais ayant renié sa patrie au profit de l'Espagne, et son fils Duarte Barbosa. Les trois hommes ont en commun un voyage aux Indes et leurs expériences de navigation. Diogo Barbosa incite Magellan à venir s'installer chez lui et le place sous sa protection. En décembre 1517, Magellan épouse Béatrice Barbosa, fille de Diogo Barbosa, avec laquelle il a deux enfants, Rodrigo, mort en bas âge, et Carlos, mort à la naissance. Cette union lui permet de percevoir une dot de 600 000 maravedis. Magellan prend le nom espagnol de Fernando de Magallanes, à la place de Magalhães. Ce mariage ayant permis à Magellan un début d'insertion dans la société espagnole, il entre en contact avec l'administration coloniale de la Casa de Contratación pour présenter son projet, mais celle-ci ne veut pas s'engager à financer une entreprise aussi risquée que la sienne, surtout venant d'un étranger à la patrie espagnole. Cependant, un certain Juan de Aranda, directeur commercial de l'administration coloniale, est intéressé par le projet de Magellan pour en tirer bénéfice. Aranda se renseigne sur l'initiateur du projet ainsi que sur son ami Rui Falero auprès du marchand castillan Christopher de Haro, qui le conforte dans son idée et propose de financer lui-même l'expédition par la suite. Juan de Aranda s'accapare le projet pour le présenter à la cour royale espagnole. Falero accuse alors Magellan d'avoir trahi leur secret en le révélant à un tiers et refuse de se rendre à Séville malgré la demande de son ami et de l'y rejoindre. Cet accrochage est cependant de courte durée car peu de temps après, l'audience royale est acceptée, les trois hommes négocient la répartition des parts de bénéfices que l'expédition peut leur apporter dans le futur. La présentation du projet à la cour espagnole. Le conseil rassemblé est composé de 4 membres, le cardinal Adrien d'Utrecht, le précepteur Guillaume de Croix, le chancelier d'État Jean Sauvage et le cardinal Juan Rodríguez de Fonseca. Le discours de Magellan les convainc qu'il n'est pas un charlatan qui prétend connaître l'impossible, mais au contraire un homme plein d'expérience, doté de connaissances particulières, notamment grâce aux anciens témoignages de Vartema et des lettres de Serrao, devenu le vizir de Ternate. De plus, il présente son ancien esclave et compagnon Enrique, ainsi qu'une autre esclave de Sumatra pour montrer l'exotisme présent vers les îles aux épices. Arrive le moment où ils présentent leur projet au conseil et au monarque espagnol Charles Ier, qui vient tout juste d'arriver en Espagne. Magellan explique qu'il est inutile et peu rentable de passer par l'est pour rejoindre les îles riches. Les riches îles, il propose de passer par l'ouest, comme l'ont fait les grands explorateurs pour trouver la voie qui permet de contourner l'immense continent américain. Toutefois, le jeune roi se méfie de ce projet, car il ne veut pas entrer en conflit avec la décision papale prise lors du traité de Tordesillas, qui divise en 2 hémisphères distincts le reste du monde entre le royaume du Portugal et le royaume d'Espagne. Mais Magellan et Falero prétendent une nouvelle fois détenir la preuve que ces îles se situent dans la zone espagnole et non pas dans la zone portugaise. Après que Magellan a expliqué le projet, Falero prend le relais en démontrant avec des outils de calcul la localisation des îles. Grâce à un globe, il dessine l'itinéraire emprunté et situe les îles dessinées en dehors de la zone portugaise. La géographie actuelle prouve que les îles sont bel et bien situées dans la zone portugaise et non pas espagnole. La proposition de Magellan, qui bénéficie également de l'appui du puissant Fonseca, paraît particulièrement intéressante pour Charles Ier, puisqu'elle permettrait d'ouvrir la route aux épices sans dégrader les relations avec le voisin portugais, une action qui ne manquerait pas d'apporter richesse et honneur à la monarchie. Depuis la Junta de Toro en 1505, la couronne s'était fixée pour objectif de découvrir la route occidentale qui mènerait les Espagnols jusqu'en Asie. L'idée était donc dans l'air du temps, le projet est validé et les requêtes écrites des 2 hommes doivent être soumises rapidement au Conseil royal.
Une fois l'appui du conseil obtenu, Magellan détient tout ce qu'il rêve d'avoir pour accomplir son entreprise. L'arrivée d'un nouveau soutien lui permet de renforcer définitivement le projet. Christopher de Haro, le marchand castillan qui a conseillé Aranda afin de s'allier à Magellan, et Falero est établi en Espagne depuis sa tombée en disgrâce auprès du roi Manuel Ier du Portugal. Il est riche commerçant qui a bonne réputation auprès de la cour royale. Son appui à Magellan conforte la cour qui comprend l'importance de la rentabilité du projet. Le 22 mars 1518, le contrat définitif est conclu et grâce à la signature royale de Charles Ier apposée sur la capitulation, convention qui confie des privilèges à des sujets dont Magellan et Falero disposent désormais. Son plan est simple, ouvrir une nouvelle voie commerciale vers l'ouest en franchissant un passage par le sud du grand continent américain. Cette route permettrait d'accélérer l'arrivée aux Indes et de bénéficier d'un monopole commercial des futures régions conquises. L'important est de passer de l'océan Atlantique à l'océan encore inconnu situé au-delà, qu'il baptisera par la suite océan Pacifique. Le but est de rejoindre les riches îles aux épices, c'est-à-dire les îles Moluques, afin de prouver leur existence et de s'accaparer le monopole exclusif des richesses présentes sur celles-ci, les épices, les minerais, les plantes. Une fois ceci accompli, il est prévu un retour par l'itinéraire emprunté afin de revenir au pays d'origine. Contrairement aux fausses pensées, il n'a jamais été question pour Magellan de faire un tour du monde, une circumnavigation. Les historiens s'interrogent sur l'origine du plan de Magellan. En effet, sur le papier, son plan n'a rien d'exceptionnel, car il reprend les précédents projets menés par des anciens explorateurs comme Christophe Colomb, Amerigo Vespucci ou Hernán Cortés. Ce qui en fait son originalité, c'est que Magellan affirme avec certitude qu'il existe un passo en portugais, par l'ouest permettant d'accéder aux îles aux épices. Néanmoins, celui-ci n'a jamais voyagé vers ces régions, ce qui démontre qu'il a étudié les travaux de ses prédécesseurs dans les archives royales, notamment ceux du cosmographe allemand Martin Behaim, qui est le cartographe à la cour du roi du Portugal. En revanche, Behaim n'a également jamais participé à aucune expédition maritime, prouvant une nouvelle fois qu'il s'est appuyé lui aussi sur des travaux qui ne sont pas les siens. Les recherches démontrent que le cartographe se serait appuyé sur un tract imprimé en allemand intitulé Copia der Neuen Zeitung aus Pressilland et qui compte l'expédition d'un navire portugais. Ce document aurait été envoyé par un commissionnaire à une grande famille marchande allemande, les Wessler. Ainsi, cette expédition aurait découvert le fameux passage recherché par les navigateurs européens, sans pour autant que l'information ait été propulsée au sein des rangs expéditionnaires suivants. Cependant, les historiens ont analysé les travaux de Martin Behaim, qui s'appuient sur ce tract et ont constaté que le passage est établi au 40e degré de latitude. Mais en réalité, la géographie contemporaine démontre que ce passage tant recherché par Magellan n'est autre que le futur détroit de Magellan, qui se situe au 52e degré de latitude et non pas au 40e degré de latitude, comme laissent penser les travaux de Behaim. Ainsi, ce document se base sur une donnée fausse, car le passage décrit dans le Neuen Zeitung correspond au golfe du Rio de la Plata, et non pas au détroit qui prendra par la suite le nom de celui qui l'a découvert, le détroit Fernand de Magellan. De fait, le corps expéditionnaire portugais aurait voyagé dans le golfe sans réussir à trouver des terres aux horizons et a été contraint de faire demi-tour à cause d'une tempête. Il faut savoir que les Européens ne sont pas habitués à voir des estuaires et des fleuves d'une aussi grande taille. C'est ce qui les mènera sur cette mauvaise piste. Par le fruit du hasard, Magellan s'est donc appuyé sur des informations erronées et a par la suite découvert le détroit. Et nous n'en avons toujours pas terminé, je vous propose qu'on termine demain, bien évidemment. Nous parlerons de ce célèbre grand voyage qu'il a effectué, Fernand de Magellan, et bien évidemment
sa vie après sa mort. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 22h30 aventurier, 11e numéro. C'est fou comme le temps passe vite. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le 2e numéro. Ce sera la suite et la fin, cette fois-ci, de la présentation sur Fernand de Magellan. En tout cas, prenez note que nous allons bientôt parler des autres aventuriers explorateurs comme Amerigo Vespucci ou Hernán Cortés lors des prochaines aventures. Dans un instant, le 23h Mobigo qui vous propose de partir à la découverte du réseau de transport en commun Ginko, c'est à Bezac, Besançon. Et pour de nouvelles aventures du 22h30 aventurier, et bien en tout cas, je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit sur AdoKids TV. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous